merci. Merci tout le monde. Merci pour l'invitation. Je vois dans les noms ici des participants, beaucoup de noms connus. Donc, bonjour François, Anne, François, Prou aussi, Peter. C'est mon premier webinaire après la COVID. Donc, je demande mes excuses pour mon français aussi. Ça fait déjà 3 ans que je ne présente pas en français. Donc, c'est un peu rouillé. C'est un peu rouillé, mon français. Mais je vais continuer avec quelque chose qui n'est pas forcément un projet de recherche. C'était plutôt une expérience que j'ai eue récemment. Ça veut dire en septembre 2019, j'ai pu aller au Bangladesh pour faire un mandat de consultation avec Oxfam et c'est ça que je vais présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais juste faire une petite... je vais changer pour l'anglais. C'est une petite tradition qu'ils ont fait à l'Université de Victoria, qui c'est pour faire un territory acknowledgement. So this is something we do at UVic, and it's to acknowledge, in this case with respect, the Lekwungen peoples on whose traditional territory the University of Victoria stands, and the Songhees, Esquimalt, and Wasanich peoples whose historical relationships with the land continue to this day. So if I was invited to come to Laval, I would also acknowledge the land on which Laval stands, which is the traditional territory, unceded territory of the Abenaki and the Wabanaki Confederacy and the Willistaki people. And this is something important for me. I need to say this in English because my French is not good enough to do this, which is a reminder of the struggles of the First Nations in Canada. So recently, we've seen the struggles of the Mi'kmaq peoples in Nova Scotia, and closer to home, perhaps for Quebec, is the tragic death of Joyce Ichwangan. So it's something that we need to address, and I want to use my position here of privilege for us to acknowledge that there is systemic racism, and that even if the leadership or other parts of society don't acknowledge it, we need to speak about it. And it's very timely because the topic I'm going to talk about today is about people who have been persecuted for who they are. So with that, I will end my territory acknowledgement and pass on to my presentation. So this was the serious part, and now we can go to the more, what you came here for, probably. Donc, merci pour votre attention. Donc, juste un petit background. Je suis ingénieur civil. J'ai étudié en Angleterre. Puis mon histoire au Canada a commencé en Ottawa comme un postdoc. Je suis retourné en Écosse. Puis mon premier job au Canada a été à l'Université Laval où j'étais prof jusqu'en 2017. Après ça, je suis déménagé à Victoria. Puis au cours de ces années, c'est les étoiles bleues, j'ai pu travailler à plusieurs pays au monde avec plusieurs partenaires. Et puis aujourd'hui, je vais parler de mes expériences au Bangladesh. Donc, à l'Université de Victoria, je suis le directeur du laboratoire Public Health and Environmental Engineering Lab. Et puis, on travaille dans plusieurs domaines. On travaille dans le domaine d'eau potable, l'approvisionnement, le monitorage de la qualité de l'eau, le suivi de la qualité de l'eau. On travaille dans l'assainissement aussi, dans des contextes haute revenu. Donc, par exemple, nous avons des projets avec la chaire de recherche en eau potable à l'Université Laval, par exemple, en faisant la caractérisation des sous-produits de la désinfection. Puis, comme la thématique d'aujourd'hui, on travaille aussi sur l'approvisionnement en eau potable dans des situations d'urgence humanitaire. Et on fait aussi les liens entre les laboratoires, la recherche qui est plus fondamentale, plus la recherche qui est plus appliquée. Donc, les liens entre laboratoire et le terrain. Donc, ça, c'est un peu l'aperçu de notre domaine d'activité.
Mais aujourd'hui, on va parler de la crise des Rohingyas. Donc ça, c'est un groupe ethnique qui était basé au Myanmar. Il y en a encore qui sont là, mais ça fait depuis au moins 30 ans, ils sont persécutés et plusieurs d'eux ont traversé la frontière et sont maintenant au Bangladesh. Donc ici, il y a au Myanmar, Bangladesh à côté, puis Cox's Bazar, c'est la région au Bangladesh où il y en a plus de réfugiés. Donc cette crise actuelle, et puis on dit la crise actuelle parce qu'en fait, la première crise des Rohingyas était dans les années 90, où environ 300 000 se sont réfugiés au Bangladesh. La crise la plus actuelle était en 2017. Ici, on voit la ligne rouge, c'est combien de Rohingyas il y en avait au Myanmar. Et puis, la ligne orange, c'est combien sont partis au Bangladesh. Donc, maintenant, il y a presque 1 million de Rohingyas qui sont des réfugiés. On dit réfugiés, mais en fait, l'État Bangladesh ne les donne pas cette reconnaissance. Donc, c'est en fait des gens qui n'ont pas un statut de réfugié, parce qu'avec le statut de réfugié, il y a aussi une certaine reconnaissance qui vient avec. Donc, ici, on voit des images satellites. Les points rouges sont les concentrations de la population réfugiée. Donc, ça, c'est en février, en juillet 2017. Puis, en février 2018 et juin 2018, on voit que ce numéro est beaucoup agrandi. Donc, là, on voit qu'il y a des camps de réfugiés qui sont peut-être les plus grosses au monde, les plus grands au monde. Donc, ça donne une idée. Il y en a plusieurs camps de réfugiés. Souvent, dans les médias, on parle de les Cox's Bazar, qui c'est un gros camp de réfugiés. Non, il y en a plusieurs. Les plus gros, qu'on voit beaucoup souvent dans les médias, c'est le Kutub Palong. Mais moi, j'ai travaillé dans d'autres plus petites, qui étaient Unchiprang et Nayapara. Donc, c'est environ 25 000 personnes par camp de réfugiés. Ici, à Kutupalong, c'est les méga camps. Il y a environ 300 000 personnes qui habitent. Mais l'approvisionnement en eau, ici, c'est plus d'eau souterraine. Donc, il y a moins un problème de quantité et plus un problème c'est moins un problème de qualité et plus un problème de quantité d'approvisionnement. Ici, à Unchiprang et Nayapara, ils utilisent une eau de surface. Donc, ils ont besoin de faire un traitement. Et c'est là où ma mission avec Oxfam était partie. Donc, le problème là-bas, c'est qu'ils utilisent un traitement d'eau de surface. Ils appellent ça SWAT, donc Surface Water Treatment. C'est l'acronyme. Et le problème, c'est que Oxfam disait qu'ils consommaient trop de sulfate d'aluminium, les coagulants. Et puis, ça donnait un goût mauvais à l'eau. Et le mauvais goût ça faisait que les réfugiés buvaient pas l'eau qui était approvisionnée. Ils étaient allés chercher de l'eau dans d'autres sources qui n'étaient pas traitées. Donc, l'eau qui n'était pas traitée vient avec des risques microbiologiques aussi. En plus de ça, il y avait des problèmes de trop de coûts en termes de coagulants et des résiduels d'aluminium. Donc, c'était un mandat pour faire une optimisation de leur système de traitement dans les deux camps. Donc, juste pour faire un aperçu, ils utilisent l'eau de surface. Il y a souvent une station de pompage. Il fait un traitement qui s'appelle le traitement dosage par sulfate d'aluminium, un traitement qu'on appelle batch. Donc, c'est pour Battella. Et par la suite, ça finit avec une chloration et une distribution pour la population. Donc, le traitement batch, c'est fait dans les tanks, dans des réservoirs à plusieurs grandeurs, à plusieurs volumes, en variant de 11 jusqu'à 95 000 litres. Donc, et ça sont des réservoirs qui peuvent être construits dans une demi-journée pour des gens peut-être non qualifiés. Ici, c'est une formation qui était faite. Et puis, le dosage d'aluminium peut se faire comme ça. Donc, ici, il y a une solution mère. On dose le sulfate d'aluminium. On va remplir cet réservoir. On laisse l'eau décanter. Et par la suite, les surnageants qui étaient décantés dans ces grosses réservoirs sont
chlorée comme une étape de désinfection finale. Donc, on retourne au Bangladesh. Donc, ici, on voit les prises d'eau de ces deux camps de réfugiés. Donc, un, c'est une rivière ils ont fait un barrage avec des sacs à sable. Une autre, c'est un barrage qui a été construit ici. Donc, il y a un réservoir qui est un peu plus grand, qui est suivi d'une station de pompage. Donc, on a déjà une idée du type de qualité de l'eau. Donc, c'est une eau qui est très turbide, puis qui a besoin d'être décantée. Donc, la décantation se fait dans des réservoirs comme ça. On appelle ça les Oxfam tanks. Et puis, il y a plusieurs volumes, mais la plupart du temps, c'est des réservoirs de 95 000 litres. Le seul type de contrôle du processus, c'est la mesure de turbidité. Donc, ça se fait pour des techniques très simples. Ici, on appelle ça les turbidity tubes, les tubes à turbidité. Donc, ici, on voit la technicienne. Elle est en train de remplir ces tubes avec un échantillon. Et puis, ces tubes, ça fonctionne comme ça. Il y a souvent une cible qui est marquée au fond de ces tubes transparents. On va remplir les tubes jusqu'au moment que la cible n'est plus visible. Donc, à ce moment, on va regarder quel est le niveau dans les tubes ou la profondeur quand ça nous donne une distinction, une extinction. On ne voit plus cette cible. Il peut marquer à côté quelle est la turbidité de cette eau. Donc, c'est une façon simple d'estimer une turbidité quand nous n'avons pas une turbidimètre, par exemple. Et puis, avec ça, on fait le traitement. Donc, ici, on voit comment ils font le dosage des sulfates d'aluminium. Donc, en fonction de la turbidité qui était mesurée, nous avons la dose qu'il faut ajouter à chaque réservoir. Donc, ici, c'est la dose en kilogrammes par tank, par réservoir de 95 000 litres. Donc, plus l'eau est turbide, plus sulfate d'aluminium, ça va consommer. Et puis, la différence, par exemple, entre leur opération puis l'opération, par exemple, on voit dans les municipalités québécoises qui utilisent souvent le sulfate d'aluminium, c'est qu'ici, le sulfate d'aluminium, il vient comme ça. Ce sont des roches de sulfate d'aluminium. Ce n'est pas une solution mère qu'on va doser avec une pompe, mais finalement, leur système, c'est très basique, c'est très basique. Ici, nous avons un panier. On va mettre cette roche là-dedans. Il utilise l'entrée, les jets d'eau qui va remplir les réservoirs et utiliser pour dissoudre les sulfates d'aluminium. Donc, il n'y en a plus de contrôle que ça. Donc, je pense qu'ici, j'ai une petite vidéo qui démontre un autre exemple. Donc, le sulfate d'aluminium est dans ces sacs qu'on voit ici. Et on voit que c'est vraiment, vraiment basique. Il y a une chose qu'on note, qu'on peut remarquer, qui manque ici, c'est que la deuxième étape d'un processus de coagulation, c'est le processus de flocculation, de mélange, est inexistante. Donc, ça, c'est l'autre problème ce type de système, c'est très simple, c'est économique, mais est-ce qu'il est performant? Et c'est ça qu'on a essayé de faire ici, d'évaluer au Bangladesh. Donc, ici, on voit les réservoirs qu'on a remplis. On laisse l'eau décanter pour environ 5 à 9 heures, selon la qualité de l'eau. Et puis, finalement, nous avons l'eau décantée, et puis le surnageant va à la prochaine étape, qui est la chloration. Donc, on voit déjà, c'est un système simple, mais on voit aussi déjà la différence entre l'eau brute, non traitée, et l'eau décantée. Donc, c'est simple, mais ça fonctionne, c'est fonctionnel. L'eau est chlorée dans ce type de réservoir de 10 000 litres. Et une fois chlorée, l'eau est pompée à un système de distribution. Mais quand on parle de système de distribution, j'ai dit ça peut-être entre guillemets, parce qu'en fait, ça c'est un camp de réfugiés qui n'était pas planifié. Il était construit d'un jour à l'autre.
Donc, il y a beaucoup de connexions, des branchements, des tubulations qui ne sont pas forcément conçus de façon, dirons, intelligente. Puis, donc, ils ont aussi un problème avec les résidus de chlore. Mais ça, c'est peut-être sujet pour une autre discussion. Et on répète ça 365 jours par année pour approvisionner 2 camps de réfugiés d'environ 25 000 personnes chaque. Et la production d'eau potable, pour donner une idée, c'est d'environ 350 à 500 000 litres par jour. Ils travaillent dans 2 shifts, donc il y a un shift à la matin, puis un après-midi. Et donc, ça sont les conditions là-bas. Puis, notre mission était de faire une optimisation. Donc, pour vous qui travaillent, qui ont déjà un peu d'expérience avec la coagulation, c'est souvent on retourne à la base et puis on fait beaucoup des essais qu'on appelle les jar tests. Mais au lieu de faire ça avec des équipements laboratoires standards, on utilise des béchers, des fourchettes pour faire les mélanges et puis des seringues pour faire le dosage de sulfate d'aluminium. Puis au lieu de faire un turbidimètre, on regarde l'eau avec nos... donc ici, on voit des résultats. Ici, à droite, c'est le dosage actuel. Donc, c'est un dosage plus élevé de 30 kg par tank, par réservoir. Puis le dosage optimisé, c'est d'environ, c'est un tiers de ça. Donc, on a été capable de réduire le dosage. Puis la grosse différence ici qu'on ne voit pas dans ces 2 types, c'est l'effet des mélanges. Donc, on a pu prouver qu'en faisant un peu plus de mélange, en donnant des conditions de brassage, nous sommes capables d'améliorer la quantité de sulfate d'aluminium dosé, les temps pour faire ce traitement. Puis il y a d'autres avantages aussi, comme par exemple, moins de sulfate d'aluminium, ça veut dire qu'on va consommer moins d'alcalinité. Donc, on va préserver le pH dans les zones un peu plus neutres, c'est idéal pour d'autres étapes, comme par exemple la coloration. Donc, ici, c'est un aperçu de ce qu'on a fait. Donc, à droite, on voit, si on ne faisait pas de mélange, on a des réductions de turbidité d'environ 60%. Ça, c'est des conditions actuelles de traitement. Puis ça, sont les conditions simulées à gauche. La différence entre ces deux, peut-être, ce n'est pas apparent, mais on a une économie des sulfates d'aluminium, donc des coagulants, et aussi des temps de traitement. Et donc, on a fait des projections. Donc, ça sont les courbes de dosage des sulfates d'aluminium pour les 2 camps de réfugiés, une pour Nayapara et l'autre pour Uchiprang. Et puis, on a pu calculer combien de sulfate d'aluminium ça nous consomme notre dosage optimisé. Et puis, au cours de l'année, ça fait environ une économie d'environ 45% des coagulants. Et on ne compte pas, par exemple, les temps qui est économisé. Si on fait un traitement plus rapide, on a besoin de moins de temps, moins d'heures d'opérateur. Et on n'a pas comptabilisé ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres avantages dans cette optimisation. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes. Donc, c'était une brève visite. Donc, je peux faire une brève présentation des choses qu'on a faites là-bas. Je pense que j'arrive presque à mes 20 minutes. Mais il y a d'autres problèmes là qu'ils ont encore. Donc, c'est les problèmes des résiduels de chlore, la cinétique de chlore. Donc, on travaille peut-être quand nous sommes dans des climats tempérés. Nous avons des températures qui sont beaucoup plus basses. Donc, la cinétique de dégradation de chlore est plus lente. Mais là, la condition ambiante sont d'une température environ 30-35 degrés. Donc, la cinétique de dégradation est beaucoup plus rapide. Donc, ils ont un problème à atteindre les cibles des iodes de chlore dans les points de consommation. Donc, nous avons un autre projet justement pour aider dans cette modélisation. Et l'autre problème, peut-être les plus grands de tous les problèmes, c'est que ces camps de réfugiés, les réfugiés vont rester là-bas.
Donc, l'horizon, c'est qu'ils vont rester au moins 20 ans. Mais moi, je pense que 20 ans, c'est juste un horizon pour donner un peu d'espoir, parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement. Les Myanmar, apparemment, ne vont pas les recevoir, les Rohingyas. Et puis, au Bangladesh, ils sont peut-être pas bien reçus non plus. Mais ça fait que la réalité, c'est qu'on entend, c'est que les camps de réfugiés vont rester plus longtemps, peut-être plus que 20 ans. Donc, il faut commencer à faire des conceptions, des pensées, quoi faire en termes d'une solution qui est plus durable, à faible coût et qui fait un approvisionnement en eau dans une qualité idéale et dans des quantités suffisantes aussi. Et peut-être la grosse question est la COVID. Donc, ça, c'est un autre gros problème là-bas. Donc, ça sont les données que j'ai pu voir ce matin. Il y a environ 4000 cas dans des communautés autour du camp de réfugiés. Il y a seulement 130 cas et 6 décès qui ont été comptabilisés dans les camps de réfugiés. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ces chiffres sont très fiables. Et ça, c'est une réflexion aussi de comment les gouvernements, je ne sais pas de faire une position politique, mais je pense que c'est plus un manque de tests que de faibles numéros de cas. Donc, mais les conditions là-bas, si on regarde, par exemple, il y a environ presque 1 million de réfugiés. Ça fait une densité populationnelle d'environ 40 000 personnes par kilomètre carré. À Québec, nous avons 2000 personnes par kilomètre carré. Et donc, si au Québec, on trouve que c'est déjà difficile de faire la distanciation et suivre toutes les consignes, imaginons là-bas. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Les gens n'ont pas de maison. Ils ont déjà d'autres problèmes de santé. Il y a un problème où, par exemple, les télécommunications, les cellulaires ne fonctionnent plus. Donc, c'est le problème le manque d'informations. Et c'est qu'on ne sait pas je ne sais pas la traduction en français, mais c'est des misinformation. Il y a beaucoup d'informations, de mauvaises informations qui circulent dans la population. Qui, s'ils ont, par exemple, la COVID, ils vont être tués par une ONG en faisant le traitement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous n'avons pas accès à ce type d'informations pour l'instant. Mais j'imagine que là, les situations vont être beaucoup plus pires que nous, on vit ici. Mais donc, avec ça, je termine mon intervention. Je pense que je suis environ 20 minutes. Puis, je termine juste pour remercier l'attention. Je pense qu'on va passer à une période de questions. Et puis ici, je laisse toujours mon petit message qui est pour les étudiants qui sont intéressés à faire une maîtrise de doctorat. Nous avons des positions toujours ouvertes. Donc, merci. Merci beaucoup, Caetano. C'est vraiment très gentil d'avoir pris de ton temps aujourd'hui et d'avoir pratiqué ton français avec nous, qui est encore excellent. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a déjà plusieurs questions là, qui commencent à arriver. Avant tout, je voulais confirmer avec toi qu'on allait pouvoir rendre ta présentation PowerPoint disponible en PDF sur notre site web. Oui, bien sûr. Parfait. Donc, c'est une question. Mettre mon français à moi. Donc, on va mettre ça sur le site web pour ceux qui posaient la question dans le chat et qui voulaient l'avoir. Est-ce que je peux y aller avec la première question? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se demandait pourquoi vous n'avez pas plutôt recouru à l'eau souterraine qui serait de meilleure qualité et qui permettrait des économies au niveau d'utilisation de produits chimiques. Oui, les problèmes, en fait, dans des situations d'urgence, c'est l'eau souterraine qu'on cherche, c'est notre première option. Là-bas, je n'ai pas montré dans les maps, mais ils sont dans une zone qui est très proche de la mer. Donc, l'eau souterraine, il y a une salinité là-bas qui était trop élevée. Donc, dans les camps de réfugiés qui étaient plus au nord, il n'y avait pas ces problèmes. Donc, les méga camps de Kutupalong, là, ils ont une eau qui est souterraine. Mais ici, qui était plus au sud, c'est une péninsule. Donc ils n'ont pas un accès en eau, des sources, quantité suffisante d'eau souterraine. Donc, on a dû utiliser l'eau de surface. Donc, c'est une contrainte environnementale. Ouais.
Puis, quelqu'un demande aussi si votre tube à turbidimètre était-il fait maison? Si oui, est-ce qu'il y avait un protocole de fabrication pour large utilisation ailleurs, en Afrique, par exemple? Non, en fait, c'est une technique qui date au moins, je pense que c'est au moins 40, peut-être 50 ans. C'est le kit, il y a un kit de qualité de l'eau qui s'appelle le kit Del Agua. Et puis ça, c'est un équipement, entre guillemets, standard. Si quelqu'un veut plus d'informations, je peux envoyer plus d'informations. Il y a peut-être des façons de faire des turbidimètres maison, mais ils sont de faibles coûts aussi. Donc, c'est peut-être, ça vaut plus la peine de l'acheter, mais je sais que dans plusieurs contextes, ce n'est pas possible d'acheter des choses. Donc, Ah ouais. ben, justement, la personne dit qu'elle veut plus d'informations sur le OK. kit de l'agua. Donc, tu m'enverras ça, puis je mettrai ça OK. pour Je vais mettre joindre sur le site mon web. courriel dans le chat. Ah, parfait. Puis, Donc, Antoine, tu pourrais écrire au professeur Doria. Prochaine question. Ça bouge. Malgré la qualité relative de l'eau obtenue, est-ce qu'il y a eu des maladies hydriques? Si oui, dans quelle proportion? ah ouais. Donc, il y a, en termes de proportions, je n'ai pas les données. J'étais là vraiment pour une intervention très courte, donc je ne suis pas l'expert des Rohingyas. Je pense que c'est pas difficile. Si on pense à une maladie, ils vont l'avoir. Donc, malaria, tout ça, les conditions là-bas sont vraiment, vraiment pauvres. Il n'y a pas d'infrastructure suffisante. Donc, les agences humanitaires essayent d'approvisionner l'eau, de faire un système de drainage, mais chaque année, il y a la saison des pluies. Donc, il y a l'inondation, avec ça, il y a toutes sortes de maladies qui viennent avec. Donc, les chiffres exacts, je ne sais pas, mais il y a toujours, c'est pas juste les maladies, mais l'approvisionnement de nourriture, hébergement, des écoles. Anyway, la courte réponse, c'est que je ne sais pas exactement, mais il doit avoir, puis il y a beaucoup de données qui sont disponibles aussi pour ça. Puis, tu n'en as pas parlé, mais est-ce que tu as aussi été un peu impliqué, tu as pu voir ce qui se faisait du côté assainissement? Oui, je n'ai pas parlé du tout de l'assainissement. Ça, c'est peut-être où ils ont beaucoup de problèmes aussi, dans le sens que la densité, on voit 40 000 personnes par kilomètre carré. C'est vraiment, vraiment beaucoup de gens. Donc, là, ils utilisent un système basique de latrines, sauf qu'avec cette concentration, ils n'ont pas le luxe, par exemple, d'autres sites, d'autres camps de réfugiés, qu'une fois la latrine est pleine, il faut juste remplir les trous, et croiser un nouveau trou et bâtir une nouvelle latrine. Donc là, il y a un système de vidange. Donc, il y a des travailleurs qui, leur job est justement d'aller de latrine en latrine et faire la vidange des boues fécales. Et puis, ces boues sont traitées dans une mini-système de traitement décentralisé. Donc, c'est vraiment une situation où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, mais au moins, la bonne nouvelle que j'ai vue là-bas, c'est qu'il y a beaucoup d'agences humanitaires. Ils ont essayé vraiment de tester de nouvelles approches. Donc, c'est un camp d'essai. Et puis, je pense qu'on a appris, le secteur a beaucoup appris de comment faire ça, comment gérer les boues fécales quand il y a une situation comme ça. Les gros problèmes, la grosse question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ils ont... donc, normalement, d'habitude, on essaie de limiter la quantité des gens dans un camp de réfugiés. Et puis là, ils ont fait vraiment, vraiment des gros camps de réfugiés. Donc, c'est ça l'autre problème aussi, c'est la densité. Mais c'est une problématique là-bas. Bon, on s'en doutait. Pour revenir à l'eau potable, quelqu'un demande si faites-vous face aux besoins de dosage d'un autre produit pour le relèvement du pH à la fin avant distribution? Non, en fait, c'était justement ça. On pouvait. Donc, on peut ajouter un produit chimique qui va augmenter le pH, mais ça va augmenter les coûts d'opération aussi.
Donc, l'idéal, et puis c'est ça que j'ai dit toujours, c'est que le sulfate d'aluminium, la coagulation, si elle est bien faite, on n'a rien besoin de faire de plus, autre que la chloration. Mais c'est ça un exemple où les conditions de mélange n'étaient pas adéquates. Donc, on consommait plus d'allant, on a baissé plus les pH. Et donc, c'est plus une question d'optimiser ce qu'on fait correctement au lieu de faire une deuxième correction pour une première erreur. Donc, là, il ne voulait pas aussi faire un autre produit. Donc, c'est déjà un autre système. Doser le sulfate d'aluminium est déjà difficile. Doser un autre produit, ça vient avec d'autres problèmes aussi. Quelqu'un demande quels sont les critères de potabilité utilisés. Est-ce que c'était seulement la turbidité? Les valeurs de turbidité montrées sont celles de l'eau brute alors de quoi a l'air l'eau traitée? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de la turbidité de l'eau traitée et pourquoi pas s'il n'y en a pas? Bon, je n'ai pas montré, mais la cible, donc là, il n'y a pas de normative qui a été suivie, mais utilise les guidelines du projet SPHERE. Donc, c'est une turbidité de 5 UTN. Donc, ça, c'est la cible. Et ça, c'est les limites de détection du tube de turbidité. Et puis, la plupart du temps, on a ramassé beaucoup de données. Puis là, la cible était atteinte. L'autre paramètre de qualité de l'eau qu'ils font sont souvent les chlores résiduels. Et puis, de temps en temps, ils font aussi, ils vont regarder les coliformes fécaux ou E. coli selon les tests disponibles. Donc, c'est les 3 paramètres qui sont les plus utilisés pour la qualité de l'eau. Parfait. Est-ce pour revenir au mélange, quelqu'un qui demandait si vous avez pu mettre en place un mélange adéquat pour diminuer le taux d'aluminium. Oui, donc on a commencé, on a fait une préconception avec les ingénieurs là-bas. Puis on a quelques idées. Je pense que ça c'était en septembre qu'il y a eu cette discussion. En décembre, j'ai vu qu'ils ont essayé quelques idées pour... La difficulté, c'est que pour faire un mélange avec ce volume d'eau, on a besoin d'énergie. Donc, soit on donne cette énergie par voie mécanique. Donc là, il faut ajouter des pales pour faire la mélange, ou on utilise un mélange qui est hydraulique. On essaie d'utiliser les pompes justement pour faire un jet d'eau qui va faire circuler l'eau et faire le brassage. On n'a pas arrivé à une situation, pour arriver au idéal, je pense qu'il faut faire quelque chose de peut-être plus mécanique, mais là, c'est toute la question de l'argent. Et puis, cette discussion, on a arrêté environ en décembre. Puis, en janvier, on sait que le monde a un peu changé après ça. Puis, on n'a pas fait le suivi de ces projets après ça. Parfait. Un peu dans la même idée, quelqu'un qui vous remercie pour la présentation, qui nous fait réaliser la chance qu'on a, en effet. Malgré le fait qu'aucune cuve de flocculation ne soit envisageable, serait-ce possible de combiner coagulant et flocculant en un seul dosage? Exemple, polyacrylamide en poudre. Est-ce faisable économiquement? Bon, techniquement, c'est faisable. Économiquement, peut-être pas. Je ne sais pas si la polyacrylamide, donc il y a beaucoup de flocculants qui ont... C'est plus une question, est-ce qu'on peut trouver ces produits là-bas? Et puis, en sachant que ça va être un système qui doit être en place pour au moins 20 ans, est-ce qu'on veut faire aussi, on veut avoir cette dépendance à un produit de plus? Donc, je ne discute pas l'avantage en termes de traitement, mais c'est peut-être la faisabilité qui est mise en question. Donc, je dirais que chaque fois qu'on présente une solution comme ça, les ingénieurs là-bas ont beaucoup plus d'hésitation. Je pense que leur côté ingénieur aime ce type de solution, mais leur côté pratique vont dire non. Souvent, c'est à cause de voir les longs termes. Puis, c'est peut-être mieux de faire Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un système de traitement d'eau qui est un peu plus permanent. Donc là, c'est des temps en métal, des réservoirs en métal, de faire quelque chose qui est plus permanent.
mais de l'autre côté, il y a le gouvernement qui ne veut pas laisser faire une usine de production d'eau potable non plus. Parce qu'en faisant quelque chose de permanent, il y a une reconnaissance que les gens vont rester là de façon permanente. Donc, il y a un jeu politique en arrière de tout ça qui limite un peu la prise de décision du côté technique. Ben justement, il y a Peter qui posait la question dans le chat, comment est-ce que le financement de ces camps de réfugiés-là fonctionne? En effet, c'est pas quelque chose qui est permanent, c'est pas quelque chose qu'on veut acknowledge que ça va rester là. Donc, comment ça fonctionne un peu? Oui, en fait, c'est pour les agences humanitaires. Je pense que la pandémie nous ont tout affecté. C'est pour ça que je suis en 2 dimensions et pas en 3 dimensions devant vous. Et puis, nous sommes chanceux, mais l'économie a souffert avec la pandémie et puis les agences humanitaires aussi. Donc, il y a de moins et moins d'argent pour financer des choses là-bas. Je pense qu'il y a eu des fonds d'émergence, d'urgence avec la COVID pour justement éviter une catastrophe, une deuxième catastrophe là-bas. Et puis, il y a beaucoup de tensions entre les gouvernements Bangladesh puis les agences humanitaires internationaux. Donc, le gouvernement ne veut pas que les agences y restent. Il y a beaucoup de pression pour, quel est le mot que je cherche, pour relocate, c'est quoi? Relocaliser. Relocaliser les gens. Sauf que la dernière idée, le dernier projet que j'ai vu, c'était une île dans l'océan où il n'y en a rien. Donc, c'est plus une prison qu'une communauté qui veut. Donc, il y a cette tension. Les financements, il va en avoir toujours, mais c'est toujours la question, est-ce qu'il va en avoir suffisamment? Donc, il y a des camps de réfugiés qui sont au Bangladesh depuis les années 90, des Rohingyas aussi. J'ai pu les visiter. Donc, finalement, ces camps de réfugiés, ils font une transition entre un camp de réfugiés à des communautés. Donc, on commence à voir ça a l'air plus d'un village. Donc, il y a une économie qui va s'y établir aussi. Donc, ce n'est pas juste l'aide externe, mais c'est une problématique. La durée moyenne d'un camp de réfugiés maintenant est de 17 ans, donc au monde. Donc, c'est souvent avec l'aide extérieure qu'on est capable de faire fonctionner pour donner le minimum pour la survie. Donc, on je ne comprend sais que pas c'est si j'ai bien répondu. Oui, donc le financement vient presque uniquement des organisations internationales, vient pas du gouvernement local du tout. On peut peut-être y aller avec, il restait une ou deux questions plus techniques. Est-ce qu'il y a des tranchées qui sont utilisées comme des sableurs longitudinales? Des sableurs? Mais ça sera peut-être plus en eau usée, là, mais... Je pense que pour faire j'imagine que ça c'est pour faire la décantation comme le dessableur. Peut-être le seul problème que je peux voir avec ça, c'est qu'il y a un dessableur longitudinal, un degrading chamber, ça, c'est qu'il a besoin d'un débit constant. Et puis, un problème qu'ils vont avoir là-bas, c'est qu'il y a un débit constant, ça requiert un pompage constant. Donc là, il y a un problème de diesel pour la pompe et tout ça. Donc, c'est peut-être une question plus de coûts qui ont fait un système par batch. On fonctionne pendant 2 heures de pompage, c'est tout. On arrête, puis ouais. Parfait. Puis peut-être une dernière question pour revenir sur le turbidimètre. N'y a-t-il pas de possibilité d'erreur de mesure avec l'usage du tube à turbidimètre? Est-ce possible d'améliorer cette technique pour la zone africaine? Oui, il y a beaucoup d'erreurs avec le turbidimètre. Mais il faut comprendre que ce turbidimètre, bon, moi, je le recommande pas comme une mesure de précision. Mais je pense qu'au terrain, quand on prend des décisions techniques, je n'ai pas besoin de savoir est-ce que la turbidité était de 4,5 ou 6,5. J'ai besoin de savoir est-ce que la turbidité est environ 5.
50 au 500. Donc, c'est les ordres de grandeur c'est avec ça qu'on prend des décisions. C'est sûr que cet turbidimètre qui coûte moins de 50 $, un turbidimètre, un appareil standard, ça va coûter environ 2000 $. Ça va nous donner des mesures de précision. Donc, ce que j'ai dit souvent, c'est que le turbidimètre, il va être capable de mesurer notre problème. Il va nous dire, est-ce que notre problème est la taille d'une souris, d'un cheval ou d'un éléphant? Donc, c'est comme ça qu'on prend nos décisions, avec tous les inconvénients qui viennent avec, mais c'est avec un bas prix aussi. Mais je pense que pour des opérations comme ça, il y a déjà une certaine connaissance qui est en arrière de ça, autour de ça, qui nous permet d'utiliser ce type d'outils avec beaucoup de confiance. Donc, le problème est plus connaître les limitations de l'outil que d'utiliser un outil avec limitation, sans les connaître. Ah, peut-être une dernière question. Nicolas Beauchamp, je crois que tu connais. Pourquoi les jar tests ne sont pas faits systématiquement par le staff des ONG? Est-ce que la qualité de l'eau brute varie dans le temps? Et donc, est-ce que les ajustements de dosage devront avoir lieu continuellement, comme c'est souvent le cas ici? C'est une bonne question, Nicolas, mais en fait, les jar tests ne sont pas faits beaucoup. Les gens peut-être vont le faire une fois dans une formation, mais par exemple, la courbe que j'ai montrée avec la turbidité de l'eau brute puis la dose à mettre, ça, ils ont bâti cette courbe à partir des données du système à pleine échelle, donc les données opérationnelles. Et c'est un peu comme peut-être on a pu voir dans plusieurs usines. Donc, si on voit au Québec, il y a beaucoup d'usines qui utilisent le système ActiFlow. On peut aller à n'importe quelle usine qui utilise le système ActiFlow. Je vais risquer qu'il n'y en a pas beaucoup de jar tests qui sont faits là-bas. Ils utilisent des données opérationnelles pour ajuster leur opération. L'exception sont des usines qui ont lu votre thèse de doctorat, qui utilisent maintenant un système plus optimisé. Mais c'est ça. Il y a une variété de qualités de l'eau qui varie entre 50 UTN en termes quand ce n'est pas la saison des pluies. Et en saison de pluie, ça peut monter jusqu'à 1000. Donc, ils font leur ajustement à partir de cette mesure de turbidité. Ils travaillent comme ils peuvent aussi. Ouais.